Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce 12h30. À la une, promouvoir l'accès à des méthodes de cuisson propres pour limiter la pollution de l'air. Le sujet préoccupe les chefs d'État en sommet mondial hier à Paris. Le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé, invite ses pairs à parler d'une seule voix. En parlant de cuisson, nous allons vous apprendre aujourd'hui à préparer la sauce aux champignons. Dossier à suivre dans un instant. La famille, un lieu de soutien et d'amour inconditionnel, peut être confrontée à des divisions. Les valeurs sont à préserver pour renforcer les liens familiaux. À découvrir dans ce journal. Santé, l'OMS a autorisé depuis le 2 octobre dernier l'administration du vaccin contre le paludisme aux enfants dans tous les pays. À quand les opérations de vaccination au Togo? La réponse avec l'invité de la rédaction, Dr Acha Oboutina, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Et sport, football, la troisième session de l'examen des agents de joueurs se tiendra mercredi prochain. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Fédération togolaise de football. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Je suis convaincu que l'Afrique doit parler d'une seule voix sur la question de cuisson propre. C'est la position du chef de l'État Faure Essozina Gnassingbé hier à Paris lors du sommet sur la cuisson propre. Les échanges dans le cadre de ce sommet visent à réduire sur le continent l'émission des gaz qui détruisent l'environnement. Théophile Dantako. Le sommet sur la cuisson propre a pour ambition de garantir la bonne santé des populations touchées par le changement climatique. Le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, qui était au sommet au siège de l'UNESCO à Paris, s'est d'abord félicité de la tenue de ce rendez-vous exclusivement consacré à la cuisson propre, une question qui engage l'avenir de l'Afrique. En effet, sur le continent, la plupart des ménages adoptent des méthodes traditionnelles de cuisson. La préparation des repas se fait encore sur des feux ouverts, des fourneaux avec le bois de chauffe, le charbon de bois et bien d'autres combustibles. Devant ses pairs africains, européens et une pléthore de partenaires multilatéraux et privés, le président de la République a exposé les raisons fondamentales de la transition vers une cuisson propre en Afrique, à savoir les effets nocifs des rejets de monoxyde de carbone dus à l'usage du bois de chauffe et du charbon de bois, la perspective d'une croissance verte du continent et les enjeux de développement social et d'équité genre. Ensuite, le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, pour rompre avec cette pratique, prône la vulgarisation accrue de la cuisson par gaz pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la cuisson électrique et réduire les foyers améliorés et le financement des projets liés au crédit carbone. Le président de la République a enfin préconisé 4 lignes d'action. Il s'agit d'abord de la subvention des kits de cuisson propres à l'achat, ensuite la subvention pour assurer la stabilité des prix en vue de contrôler le coût du gaz liquéfié, l'appui des gouvernants aux ménages vulnérables, la gestion de la transition énergétique et enfin la nécessité d'une régulation d'une subvention accrue des initiatives liées au crédit carbone. Pour se concrétiser, ces actions ont besoin d'une synergie d'action réelle à l'échelle du continent. D'où l'appel du chef de l'État. Les recommandations du sommet ont fait l'objet d'une séance de travail à l'Élysée entre le président français Emmanuel Macron, le chef de l'État Faure Essozina Gnassingbé et ses pairs africains de la Sierra Leone et de la Tanzanie. Et justement, en parlant des énergies renouvelables, la transition énergétique s'intensifie au Nigeria. Une directive validée lundi ordonne que ministères et administrations n'achètent plus que des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé à l'énergie solaire ou à l'électricité. La première phase du programme présidentiel doit être lancée avant la fin de ce mois de mai avec la mise en circulation de 800 bus et 4000 tuk-tuk fonctionnant au gaz naturel comprimé ainsi que de 100 bus électriques.
Le climat s'invite également dans la journée internationale des familles observée ce 15 mai. Une occasion de sensibiliser la population et les gouvernements sur les enjeux auxquels sont confrontées les familles, quels que soient les milieux. C'est le lieu également de se pencher sur les voies et moyens pour l'amélioration des conditions de vie. Kilim Boyoti. Ce thème relève les inconvénients des changements climatiques sur la santé et le bien-être des familles. On peut citer la sécheresse, la chaleur intense, les inondations. Ces problèmes réduisent les productivités agricoles et l'accès à l'eau. Ces changements climatiques entraînent aussi parfois des déplacements forcés et les pertes des moyens de subsistance des foyers. À leur tour, ces familles perturbent aussi significativement le climat avec la pollution de l'environnement. C'est le cas quand on brûle les déchets, surtout plastiques. Pour lutter donc contre ce réchauffement climatique, les familles doivent adopter des habitudes de consommation durable, sensibiliser les jeunes générations aux défis climatiques pendant leur socialisation, réduire l'émission des gaz à effet de serre. Elles doivent aussi construire un modèle économique durable basé sur la réduction des déchets et le renouvellement des ressources naturelles. Grâce à des initiatives familiales et communautaires, nous pouvons favoriser l'action climatique par l'éducation et la formation, l'accès à l'information et la participation communautaire, ainsi réduire les menaces du changement climatique. Et dans les familles, on observe également de plus en plus de perturbations. Dans un monde en perpétuel changement, les relations familiales semblent être remodelées de manière profonde et parfois complexe. Le sens de la famille aujourd'hui, les facteurs de la dislocation des familles et les valeurs pour maintenir les liens familiaux sont au cœur d'un magazine réalisé par Nabara Nafara Noudar. Autrefois défini par les liens de sang, la famille, pour certains, représente un refuge, un lieu de soutien et d'amour inconditionnel. Pour d'autres, elle peut être synonyme de contraintes et de tensions. Une psychologue se prononce sur ce qu'est la famille aujourd'hui. Joua Belaou définit d'abord la famille. La famille, celle dont on est issu, fait partie de nous au même titre que notre ADN. Quel que soit ce qu'on en pense, elle nous constitue. Nous en avons besoin pour nous construire psychologiquement. On peut l'aimer, on peut la critiquer et même la refuser. Ce dont on doit être sûr, c'est que la famille est la première richesse que l'on reçoit après sa naissance. Malgré son importance, les familles sont confrontées à une division. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Retrouvons Joua Belaou. Le manque de communication entre les membres d'une famille peut entraîner des mésententes, des malentendus qui vont par la suite occasionner des conflits qui ne pourront pas être résolus à long terme. Il faut aussi noter la convoitise, l'esprit de convoitise entre les membres, l'envie, la jalousie entre les membres d'une même famille. Tous ces éléments peuvent amener une famille à se fracturer. Pour renforcer les liens familiaux, des valeurs sont à préserver, comme le précise la psychologue Joua. Dans une famille, pour que les membres restent soudés et entretiennent une très bonne relation, ceux-ci doivent cultiver l'amour du prochain. Ils doivent être en mesure de se sacrifier les uns pour les autres. Lorsque un membre de la famille est dans une situation difficile, les autres doivent être en mesure de lui tendre la main. Il faut nécessairement cultiver l'esprit de partage et de générosité. Et enfin, éviter la jalousie, l'envie, les comparaisons entre frères. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux, mais ils sont appelés à se mettre ensemble pour pouvoir permettre à la main d'agir. La famille, en dépit des défis auxquels elle est confrontée, demeure un lieu de soutien et d'épanouissement, donc un socle essentiel de notre société. Cultiver les valeurs qui la renforcent permettra de préserver la vitalité des familles dans notre monde en mutation. L'actualité ce 15 mai, c'est aussi la commémoration du 33e anniversaire de Amadou Hampâté-Bâ, mort le 15 mai en Côte d'Ivoire, l'auteur de la célèbre citation « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Redécouvrons l'homme et ses œuvres à travers ce dossier de Geneviève Oignon. Écrivain et ethnologue malien,
Défenseur de la tradition orale, notamment Peul, Amadou Hampâté-Bâ est né en 1901 à Bandiagara, au Mali. Le 18 novembre 1960, il lance lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO son appel en Afrique quand un vieillard traditionnaliste meurt. C'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. Cette formule devient proverbiale. Membre du conseil exécutif de l'UNESCO de 1962 à 1970, il est aussi appelé le sage d'Afrique et le sage de Makori. Amadou Hampâté-Bâ fut également membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il a reçu le prix de la langue française en 1975, le prix Tropique en 1991, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1991 et le prix de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Passionné par le patrimoine culturel africain, poète, historien, philosophe, anthropologue, romancier, Amadou Hampâté-Bâ le recueille, le transcrit et le traduit dès son plus jeune âge pour le sauvegarder et rassemble de précieuses archives en français, en poulard, en adjami, en bambara, en arabe, qui alimentent ses œuvres. Il collecte, commente et publie ainsi de nombreuses traditions orales et accorde une grande importance aux valeurs de solidarité et de responsabilité présentes dans les civilisations africaines et traditionnelles. Amadou Hampâté-Bâ a une vingtaine d'ouvrages à son actif. 33 ans après sa disparition, il incarne désormais cette bibliothèque qui a brûlé. Radio Lomé. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC organise depuis ce matin à Kpalimé une session bilan sur la gestion médiatique des élections législatives et régionales du 29 avril dernier au Togo. Il s'agit notamment de revisiter l'implication des médias publics et privés dans la campagne à tous les niveaux et formuler des recommandations pour les futures échéances. Le président de la HAC, Pitalunani Telou, félicite le travail de tous les médias pour le bon déroulement du processus. L'Union européenne est en fête. Elle célèbre l'anniversaire de sa création. Plusieurs personnalités ont assisté à cette célébration en différé hier mardi à l'hôtel Onomo à Lomé. Diverses activités ont meublé cette soirée. Florent Abi. Ce sont les hymnes du Togo et de l'Union européenne qui ont entamé la cérémonie. Ensuite, l'intervention du chef de la délégation de l'Union européenne, Joachim Tasso Villalonga. Il a rappelé l'origine de cette célébration. La journée de l'Europe, il est important de le rappeler, et notamment un projet de paix et de solidarité. Cette date marque l'anniversaire de la déclaration historique prononcée par Robert Schuman, dans laquelle il expose l'idée d'une nouvelle forme de coopération politique en Europe qui rendrait impensable la guerre entre les nations européennes. Cette déclaration est considérée comme l'acte de naissance de ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Dans le cadre de ce partenariat avec le Togo, plusieurs actions ont été menées dans plusieurs domaines. Retrouvons l'ambassadeur Villalonga. Nous sommes honorés pour rappeler l'importance du partenariat entre le Togo et l'Union européenne dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, commercial, social, sécuritaire et même culturel. Ensemble, nous faisons depuis quelques années le pari de mutualiser nos efforts pour donner plus d'impact à la coopération européenne avec le Togo. C'est un travail d'équipe qui honore l'esprit fondateur de l'Union européenne et dont les résultats ont un impact tangible dans l'amélioration des conditions de vie de bon nombre de Togolais, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes. Le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement Yawa Kuigan, a porté le tous. La remise de prix aux lauréats du jeu quiz, organisé pour la circonstance, a marqué aussi cet anniversaire. Un cocktail a mis fin à la cérémonie. Autre sujet dans ce journal, comment trouver des fonds pour prendre en charge des victimes d'insécurité dans les savanes. La Croix-Rouge togolaise a rencontré hier les acteurs humanitaires à Goura-Senghor. Il s'agit de sensibiliser ces acteurs sur les actions urgentes en faveur de ces victimes. Blandine Mama, Gontran Gamado, Azonko Sename.
La Croix-Rouge, étant une organisation à but non lucratif, a pour priorité, entre autres, de prévenir et atténuer les souffrances humaines, puis améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Elle intervient également en cas de catastrophe en toute impartialité. À cet effet, elle a déployé des efforts considérables pour répondre aux besoins des populations victimes d'insécurité dans la région des Savanes. Edjam Kossi, président national de la Croix-Rouge togolaise, fait état de certaines activités menées. Depuis un peu plus d'un an, nous œuvrons dans cette région pour apporter notre appui à ces populations. Nous avons une situation d'urgence au niveau de la région des Savanes et cette situation d'urgence nécessite notre intervention. Il y a beaucoup de déplacés, vous-même vous le savez, c'est une situation qui est issue du débordement de la crise du Sahel. Face à cette situation, les populations sont obligées de s'évader. Les déplacés, chaque jour, ils arrivent. Lorsqu'il y a une situation, nous avons un objectif à atteindre. Malgré les efforts déployés par la Croix-Rouge, les besoins des populations victimes d'insécurité restent immenses. Elle lance donc un appel urgent aux acteurs humanitaires et toute la population togolaise pour qu'ils intensifient leurs efforts et apportent une aide supplémentaire aux personnes vulnérables. Retrouvons le président Edjam Kossi. La Croix-Rouge est une organisation qui reçoit l'aide qu'elle apporte. Elle le reçoit des donateurs, elle le reçoit du gouvernement, elle reçoit de toute bonne volonté et qui adhère à nos idéaux. Nous avons voulu saisir cette occasion pour lancer cet appel à l'endroit de nos partenaires pour qu'ils puissent nous appuyer davantage afin que nous puissions faire face à cette mission très importante qui tient à cœur le gouvernement togolais. Toutes ces aides seront prioritairement destinées au domaine de la protection, la prévention, la santé, l'hygiène et au moins de substances de base. Merci à vous, Azanko Sename. Allons à présent en cuisine. Plusieurs repas sont préparés au goût et aux saveurs différents au Togo. Radio Lomé choisit d'aller à la découverte de la sauce aux champignons. Elle est nutritive et bonne pour la santé. Angèle Routondi. Considérés comme condiments, les champignons remplacent la viande dans beaucoup de recettes. Dans la cuisine togolaise, les ingrédients utilisés pour préparer la sauce aux champignons sont sélectionnés pour leur fraîcheur et leur saveur. Nathalie Vanlard, cuisinière de formation. La sauce aux champignons pourrait être préparée avec des ingrédients locaux et des épices traditionnelles. Pour la recette simplifiée, nous avons besoin de 1 kg de champignons frais. Et comme nous sommes au Togo, nous avons opté pour la variété locale. Nous avons besoin de 300 g d'oignons, 150 g de tomates. Pour le sel et le piment, c'est selon votre préférence, mais en toute modération. Et pour finir, nous avons besoin d'une cuillerée de poivre noir moulu. Ces ingrédients locaux contribuent à créer une sauce riche en saveurs. La préparation de cette sauce délicieuse se fait alors de plusieurs manières. Retrouvons Nathalie Vanlard. Il y a plusieurs façons de préparer, mais la façon la plus simple, il faut bien les nettoyer et les couper en morceaux. Ensuite, hacher les tomates, l'oignon et le piment. Prendre une casserole, mettre 1 litre d'eau, incorporer tous les ingrédients, porter à l'ébullition pendant 15 à 20 minutes. Vous remuez de temps en temps jusqu'à ce que les champignons soient tendres. Ensuite, vous ajoutez le sel à votre convenance. La sauce aux champignons est prête. Vous pouvez la prendre comme une soupe ou accompagnée du foufou. Cette préparation est pour la sauce blanche. Pour la sauce graine, c'est presque la même chose. Sauf qu'à la place de l'eau, vous mettez le jus de noix de palme que vous portez à l'ébullition pendant 45 minutes. Après 45 minutes, vous mettez les champignons. Ensuite, l'oignon et les épices. Vous n'avez pas besoin de mettre la tomate. Vous laissez mijoter sur le feu pendant 15 à 20 minutes. Et la sauce est prête. Le sel, c'est toujours selon votre convenance. Avec cette sauce, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Le riz, la pâte, le foufou et bien d'autres. Le champignon va aussi avec la sauce gombo. En ajoutant des champignons à la sauce, les repas deviennent plus nourrissants et offrent une source de protéines végétales importante, ce qui est essentiel pour une alimentation équilibrée.
Et pour être en bonne santé, il faut aussi se faire vacciner contre les maladies. Magazine Santé Plus nous parle aujourd'hui du vaccin matrice R21. L'OMS a autorisé depuis le 2 octobre dernier son administration aux enfants dans tous les pays. À quand les opérations de vaccination au Togo? Rendez-vous en fin d'édition avec Alice Berthe Barandao et son invité Dr Acha Aboutina, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Sport football, de nouveaux agents seront bientôt connus au Togo. La 3e session aura lieu mercredi prochain au siège de la FTF. Et pendant ce temps, les éperviers cadets feront leur entrée en lice ce jeudi dans le tournoi UFOAB au Ghana. Solim Lemon. Le tournoi UFOAB démarre ce mercredi au Ghana. Prévu du 15 au 21 mai 2024, ce tournoi va qualifier 2 des 7 pays de l'UFOAB pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les éperviers cadets, qui sont en terre ghanéenne depuis le 11 mai dernier, vont débuter leur compétition ce jeudi. Ils seront face au MENA cadet du Niger à 18h. Le Togo, qui n'a plus participé à une CAN de la catégorie depuis 2007 à Lomé, envisage se qualifier pour la CAN 2025. Le Togo loge dans la poule B aux côtés du Niger, du Burkina Faso et du Nigeria. Autre bonne nouvelle, les résultats des tests IRM effectués par la sélection togolaise U17 révèlent que tous les joueurs sont éligibles pour la compétition, peut-on lire sur le site de la Fédération togolaise de football FTF. Le soutien Maurice dispose donc de son groupe au complet pour obtenir une qualification à ce tournoi. Retour au Togo, la 3e session de l'examen des agents de joueurs va se tenir mercredi prochain au siège de la Fédération togolaise de football FTF. Tous les candidats sont attendus à 10h30 pour le démarrage de l'examen à 11h. Les candidats, outre leur présence effective, doivent se munir d'une pièce d'identité valide, d'un ordinateur portable, d'un dispositif Wi-Fi pour une connexion Internet stable et ininterrompue. Pour rappel, un agent de joueur est une personne qui met en rapport joueur et club pour un éventuel contrat rémunéré d'une activité sportive. L'agent de joueur est payé pour ce service. Et puis, la finale de la Coupe de l'Indépendance 2024 de VT3 a été disputée le week-end dernier. Denyingba Begbe de Tovegan a remporté la coupe face à Zéouzé de Gapé Gatikope 20-18 au deuxième set. Le président de la Fédération togolaise de VT3, Bonfon Kofi Maouli, fait le bilan de la compétition. Premièrement, ce qui m'a étonné, c'est que au début de cette compétition, il y avait le champion en titre, les 0-2 Babé, et le vice-champion Egdapé de Koué qui ont été éliminés par Denimba Begbe de Tovegan et Blagapar. Malgré que ces clubs sont des vieux clubs, mais c'est le jeu. On ne peut rien dire. Durant tout le parcours, il n'y a pas d'incident majeur. Tous les joueurs ont compris les règles du jeu qui nous encadrent, même les présidents. Donc c'est une fierté, vous-même vous venez de le constater, tout le monde est en joie. Il n'y a aucune réclamation majeure pour dire que ce club m'a triché, ainsi de suite. Donc je dirais que le bilan est positif. Pour rappel, ils étaient 14 clubs à participer à cette Coupe de l'Indépendance du Togo, édition 2024. Et comme annoncé, voici l'invité de la rédaction, Dr Acha Aboutina, coordonnateur du PNLP. Il évoque au micro de Alice Berthe Barandao les préparatifs pour la prochaine campagne de vaccination du vaccin matrice R21 au Togo. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, c'est connu, il y a un vaccin contre le paludisme. Il s'appelle comment? Le premier vaccin que l'OMS avait préqualifié, recommandé, s'appelait le RTSS. Actuellement, il y a un second vaccin, matrice R21, et l'OMS a demandé au pays de commencer par vacciner. Il y a eu des études, il est efficace aussi comme l'autre vaccin. Il est plus disponible sur le marché que le RTS. On s'active à commencer la vaccination dans notre pays. On a élaboré un plan d'introduction avec la demande de soumission à Gavi, le partenaire qui achète le vaccin et le matériel d'injection. Donc on attend les résultats. Si tout va bien, d'ici 2025, nous allons commencer par vacciner les enfants togolais.
C'est seulement les enfants. Qu'en est-il des personnes adultes? Le vaccin est administré aux enfants parce que quand vous prenez le palu, les cibles qui payent le lourd tribut, c'est les enfants de moins de 5 ans. Au niveau de notre pays, en 2023, on a enregistré plus de 2 millions de cas avec plus de 1000 décès. 65 à 70% des décès, c'est les enfants de moins de 5 ans. C'est la même physionomie au niveau mondial. Les enfants payent le lourd tribut. 80 à 90% des décès dus au paludisme se font chez les enfants de moins de 5 ans. Parce que l'enfant n'est pas encore mature à développer des anticorps du fait que nous sommes dans des zones endémiques où les moustiques nous piquent tout le temps. L'adulte a une immunité acquise qui lui permet au moins de résister. L'enfant n'est pas encore mature, ça fait que vraiment les cas graves c'est chez les enfants. Les décès aussi c'est les enfants. L'anémie aussi c'est chez les enfants. Ça a fait que l'OMS a recommandé le vaccin chez les enfants pour les protéger. De quel âge à quel âge? La vaccination commence à partir de 5 mois. Donc l'enfant reçoit 5e mois une dose, 1 mois après une deuxième dose, 1 mois après une 3e dose. Et la 4e dose, on le fait au 18e mois. Bientôt, nous allons rentrer dans la sensibilisation de la population. Nous allons former les gens aussi comment vacciner. Alors, comment se fera ce vaccin? Est-ce que ce sera gratuit ou bien ce serait payant? Pour la lutte contre le paludisme, tout est gratuit. Que ce soit les médicaments, que ce soit les tests, que ce soit les moustiquaires, c'est gratuit. Le vaccin aussi sera gratuit. Il sera intégré au programme élargi de vaccination du pays. Donc, c'est comme les autres antigènes qu'on administre à l'enfant. BCG, pentavalent, rubéole, rougeole. Alors, un conseil pour se quitter? Notre gros souci, c'est l'adhésion de la population à tous les services du ministère de la Santé pour traiter, pour prévenir. Mon conseil, aujourd'hui, on a les agents de santé communautaire partout, vraiment consulter. Si c'est le palu, tout est gratuit. Et utiliser efficacement les moustiquaires. Ce n'est pas que on dort sous moustiquaire quand on veut. Il faut dormir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour la longueur de cette édition. Actualité oblige. Retenez pour l'essentiel que promouvoir l'accès à des méthodes de cuisson propres pour limiter la pollution de l'air. C'est un sujet donc qui préoccupe les chefs d'État en sommet mondial. Hier à Paris, le président de la République, Faure Eswozina Gnassingbé, invite ses pairs à parler d'une seule voix. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg